Donc, je laisse sans plus tarder la parole aux quatre auteurs, dont le premier sera Sergio Della Bernardina, qui est déjà un auteur pleinement reconnu, qui est professeur d'ethnologie à Brest, et qui va nous présenter son ouvrage en quelques minutes, malheureusement, La langue des bois. Voilà, je laisse la parole à Sergio. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, c'est très bien. Alors, juste un préambule, alors pour dire que je suis vraiment heureux d'avoir publié ce travail dans le cadre sérieux et respectable des éditions du Muséum d'histoire naturelle. Parce que, il faut dire que par rapport à la sensibilité ambiante, mon travail est presque inécoutable et destiné à l'invisibilité d'un certain point de vue. En fait, pour être en phase avec le discours ambiant, et nous sommes à l'époque aujourd'hui du tournant ontologique, comme on l'appelle, j'aurais dû insister sur les changements de perspective qui traversent notre société. Et donc, j'aurais dû parler de notre émerveillement vis-à-vis de l'intelligence et de la sensibilité des non-humains. Et j'aurais dû insister sur le fait que nous coévoluons. Il y a plein de belles histoires à raconter dans cette perspective. Et j'aurais dû rappeler que nous avons été des naturalistes au sens descolien du terme, intransigeants comme Descartes et Malebranche, mais que nous sommes en train de changer. Et nous avons pris conscience que notre vie et celle des autres espèces sont reliées par un destin commun. Voilà, c'est le mythe, enfin le beau discours actuel. Et moi aussi, je suis très heureux de cette évolution morale à laquelle je participe tant bien que mal. Et il n'empêche qu'au lieu de chanter ces prises de conscience, j'ai préféré me concentrer sur nos opacités, et donc sur le contraste entre notre discours et notre action, ou plutôt sur la complicité ambiguë de notre discours et de notre action. Et donc, c'est le sens du livre. Hein. Le titre, La langue des bois, fait référence au décalage entre la rhétorique de celui qui prétend gérer l'environnement, la nature, et la réalité de ce rapport, hein, la réalité concrète de ces prélèvements, comme on les appelle. Et donc, alors j'ai puisé mon schéma chez Fraser, donc c'est quelque chose d'assez archaïque, si vous voulez, là où il décrit les rituels de déculpabilisation pratiqués par les chasseurs-cueilleurs. Ça me prend une minute, je vous le cite, il est dans le 4e de couverture. Hein, c'est le passage où il dit « Ils remplissent de foin, il parle des chasseurs sibériens, ils remplissent de foin la peau de l'ours et après avoir célébré leur victoire avec des chants de raillerie et d'insultes, après lui avoir craché dessus et l'avoir repoussé à coups de pied, ils dressent l'animal sur ses pattes arrière et alors, pendant un temps considérable, ils lui accordent toute la vénération due à un dieu protecteur. » Donc, ils ont deux attitudes un peu de grande, presque de schizophrène, si vous voulez, qui a fasciné d'ailleurs énormément Sigmund Freud, qui reprendra ce passage dans Totem et Tabou. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la comédie de l'innocence, et c'est ça le concept fondamental du bouquin. Et donc, alors ça concerne les chasseurs-cueilleurs, mais on retrouve ça, il n'y a rien de primitif là-dedans. On retrouve ça chez les éleveurs, naturellement. Je cite largement le rituel des bouffonies dans la Grèce ancienne. On retrouve ça chez les chasseurs contemporains, dans leur mythification ambiguë du trophée de chasse, qui est un grand sujet dans l'art contemporain aujourd'hui. Donc il y a quand même, on va au-delà de l'ambiance du chasseur pour voir qu'est-ce que c'est que ça dans un cadre bien plus étendu. Et on retrouve ça chez les passionnés de nature qui, tout en déplorant la chasse, adorent les scènes de prédation. Voilà une forme d'ambiguïté spectaculaire, si vous voulez. Voilà, et à propos de spectacle, on retrouve ça aussi chez les amis des ours et des loups, et aussi cette ambivalence apparaît chez ceux qui dénoncent la souffrance animale et qui la mettent en spectacle, en scène, pour la bonne cause. Voilà, j'ai presque terminé. Et voilà, ça se termine mon ouvrage sur une incursion dans le monde végétal. Et donc, j'interroge la notion d'animisme toujours en rigolant un peu pour voir à quoi ça nous permet, est-ce que ça sert pour parler de notre rapport à l'arbre à sapin de Noël, par exemple, que nous avons tendance à anthropomorphiser. Et donc, voilà, disons que le pari de fond dans cet ouvrage est celui
de chercher à tester le droit généralisé comme le faisaient Freud et Freiser à la fin, au début du XXe siècle. Et donc, est-ce qu'on peut universaliser la notion de remords et de mauvaise foi, qui est justement l'autre partie du titre, et le projeter sur des cadres culturels de gens qui sont lointains de l'horizon judéo-chrétien et de la tradition occidentale. Voilà, donc, si quelqu'un a des questions à poser, sinon on va passer aux autres. Oui, j'ai fini. Oui. Personne n'a de questions. Enfin, en tout cas, on aura l'occasion, j'espère, de présenter en présentiel parce que ça nous a été ravi par la pandémie lors du lancement de la collection, l'ouvrage de Sergio, et sinon de le présenter en tout cas au Musée de la Chasse et de la Nature à la rentrée. Donc voilà, l'ouvrage de Sergio. Merci infiniment, Sergio.